Moi, j'ai toujours eu cette ambition d'être utile aux autres, parce que je considère que c'est la meilleure façon, finalement, de faire du bien autour de soi et de sentir qu'on est utile aux autres. Et je le prends à cœur et j'aime ça. Notre ambition, c'est de réduire l'écart d'espérance de vie entre un ouvrier et un cadre sup, qui est d'à peu près de 11 ans aujourd'hui en France, mais aussi raccorder les patients les plus fragiles au parcours de santé. On va aller chercher les habitants, on va sur le terrain en travaillant de concert avec les habitants, mais aussi avec les organisations qui font déjà des belles choses sur le territoire. Et ensemble, on va répondre à un enjeu sur le plan de la santé. Aujourd'hui, on travaille avec plus de 300 associations d'hyperproximité dans les quartiers populaires et en zone rurale, parce qu'on sait, si on va chercher les publics aujourd'hui qui ont un problème de santé et qui vont pouvoir se soigner, c'est une population qui ira mieux. Et nous, on considère que les populations aujourd'hui précaires sont les solutions de leurs problèmes. Et donc, on a cette dimension aussi, de donner la capacité aux gens d'être un peu plus autonomes et de pouvoir mieux comprendre la santé. Et donc, avant, vous aviez des lunettes? Ils sont là. D'accord. Je me sens proche du public parce que je suis moi-même professionnel de santé. J'ai moi-même été touché par la précarité sociale et les inégalités sociales. Et donc, c'est quelque chose que je comprends et dans lequel j'ai été baigné très jeune. Et donc, j'ai aussi cette vision qui me permet aujourd'hui d'avoir un regard critique et de pouvoir proposer les solutions les plus adaptées. L'enjeu pour nous, c'est d'amener notre travail comme un outil d'utilité publique et d'intérêt général. Et c'est ce qu'on fait et on y arrive très bien aujourd'hui. Ce qui me motive aujourd'hui, c'est de pouvoir faire en sorte que nous soyons utiles aux plus fragiles, et c'est ça notre enjeu en tant qu'acteur de la société civile, et de pouvoir engager ce travail. Parce que le travail aujourd'hui des solutions ne doit pas venir uniquement de l'État, uniquement des grands groupes, mais il doit arriver par la société civile. Bonjour à tous. Bonjour Abdelali. Bonjour à toi, bonjour Eliana. Très belle vidéo de présentation. Tout d'abord, quand nous voyons tout ce que vous avez entrepris, avec Banlieue Santé jusqu'à présent, toujours avec 100% d'engagement, on se pose cette question de pourquoi avoir fait tout ça? Quel était le point de départ de votre implication dans ce projet? Oh là là, il faut couper un micro, non, ça va. Déjà, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là. Et je suis très honoré d'être fellow Ashoka. Et puis, c'est vrai que Elsa a remercié et félicité tout le monde, mais personne ne l'a félicité. Et je tiens, au nom de tous et toutes, la féliciter. Je voulais aussi remercier particulièrement Émilie Pelletier. Et on s'est rencontrés en mai 2019. Et ça a mis du temps. C'est comme le plus dur, c'est pas la grossesse, c'est l'accouchement. Et je te remercie d'y avoir cru dès le départ. Et puis Elsa, parce que tu as transformé tout ça aussi. Donc, et puis toute l'équipe d'Ashoka qui travaille d'arrache-pied. Voilà, maintenant je vais répondre à ta question. Merci. Qui est laquelle d'ailleurs? Non, déjà mon parcours personnel, hein, comme beaucoup le savent. Donc moi j'ai eu un accident, donc je suis brûlé à 70% de la surface de mon corps, sauf le visage et les mains. Et donc très tôt, à l'âge de 6 ans, j'ai tout de suite compris qu'il y avait des inégalités sociales. Mes parents sont d'origine marocaine, illettrés, analphabètes, ils sont berbères, ils sont bergers, dont je suis extrêmement fier et je tiens à leur dire tous les jours. Et c'est vrai que ça a été très marquant. Et puis après, au fil de l'eau, mon parcours de vie, mon père a été touché d'amiante et de silicose en travaillant dans les mines de charbon dans le nord de la France. Et pendant 20 ans, comme vous entendez, on m'a pris ma santé, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Pour moi, c'était essentiel non pas de transformer cela en colère, mais plutôt en solution. Et c'est comme ça qu'est né le projet, et puis aussi les rencontres avec les patients au quotidien. Alors, c'est vrai que la particularité, c'est que je suis infirmier, mais avant d'être infirmier, j'ai été 7 ans homme de ménage à l'hôpital, puisque je n'ai pas de bac, pas de brevet. Et ça a été pour moi extrêmement formateur d'être homme de ménage, parce qu'en réalité, la femme et l'homme de ménage qui, dans un hôpital, font le service, sont les clés aujourd'hui des questions de santé, puisqu'ils prennent du temps dans la chambre. Et c'est là où on voit le patient différemment, parce que le médecin, généralement, il prend très peu de temps ou n'a plus le temps. Les infirmiers
sont surchargés et vous le voyez aujourd'hui, la crise des professionnels de santé est là et qu'en réalité, la femme de ménage a un rôle essentiel ou l'homme de ménage a un rôle essentiel. Et j'ai fait partie de cela et donc je suis devenu infirmier parce que j'avais besoin de comprendre l'ordonnance. Et donc la vocation est née de toutes ces rencontres, mais aussi de toutes ces victoires. Toujours en rapport avec le commencement, quelles sont les mesures que vous avez mises en place pour réaliser ce projet et quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés? Merci aux journalistes parce que vous êtes des futurs journalistes et merci d'être là. Donc, non, je pense que notre projet il est parti d'un constat. Quand vous savez qu'il y a à peu près entre 7 et 13 ans, plus exactement, d'écart d'espérance de vie entre ouvriers et cadres sup, vous vous posez la question de quelle est votre utilité. Moi, je suis infirmier, je vois 50 patients par jour. J'avais la frustration de me dire qu'en fait, quand tu toques aux portes des 50 patients que tu vois par jour à leur domicile, tu te rends compte que 99% de ces patients ont tous la même problématique, qui est en réalité une problématique sociale, une problématique aussi de compréhension des traitements, de non-observance des traitements, et puis de non-recours ou de recours tardif aux soins. Donc c'était essentiel pour nous de créer une proche. Allô? Ah, je suis censuré, laisse tomber. Merci les journalistes. Hein. Ah. Ah. Allô? Ah, il marche? Ok, merci. Et j'avais envie de créer une organisation qui soit à l'image des réalités du terrain, des réalités des habitants, et puis la frustration aussi, quand j'ai été professionnel de santé, de me rendre compte que avant même le domicile, à l'hôpital, l'itération des patients, c'est-à-dire que la répétition des prises en charge, c'est-à-dire que les patients venaient 5-6 fois dans l'année pour la même problématique. Non, mais... ouais, vous m'entendez? Ah, ok, d'accord. Okay. Avec le micro, ok. Il faut peut-être qu'on en coupe un et on en prend qu'un, non? Enfin, on coupe tout le reste. Ok. Allô? Ah, donc on coupe tous les micros et on en laisse qu'un, c'est ça? Allô, allô? Et la réalité, c'est que les patients venaient plusieurs fois dans l'année en prise en charge médicale. Et donc, mon constat, il a été de me dire il faut créer une organisation qui raccorde les deux, c'est-à-dire le domicile, l'hospitalier, et qui, en réalité, donne une capacité à ces publics de mieux comprendre leur santé et de pouvoir être acteur et non plus juste à aller voir son médecin. Et nous, ce qu'on dit à nos patients, c'est aller voir votre médecin même quand ça ne va pas, parce que la santé, c'est de la prévention. Et là, on avait des patients, notamment en curatif. Et donc, pour nous, il y avait aussi un enjeu de faire en sorte que les patients soient aussi acteurs de leur santé publique. Donc, pour ta question, parce que je n'ai pas vraiment répondu, mais... non, ça se formalise comment? C'est simple. Là, on est en train d'initier un centre de santé hyper innovant au cœur de Marseille, dans l'un des quartiers les plus pauvres d'Europe, qui est le 3e ou 2e quartier les plus pauvres dans le 15e arrondissement, où là, il n'y a plus de médecins, il n'y a plus de réponse de santé publique pour les habitants, où là, au cœur de ce centre de santé participatif, les habitants sont au cœur de la réflexion, c'est-à-dire qu'il y a un collège de patients, un collège d'habitants, un collège d'associations. Les professionnels de santé ne sont pas juste ceux qui vont faire la prescription, mais en réalité, ils vont venir en dernier pour dire, tiens, effectivement, là, il faut modifier le traitement, il faut l'améliorer, etc. Mais que faire prendre conscience des patients qui sont eux-mêmes ceux qui peuvent résoudre les inégalités est pour nous un enjeu fort. Et donc, voilà, ça passe par le centre de santé, ça passe par d'autres lieux de vie qu'on met en place dans des quartiers populaires qui sont les cafés des femmes. Pourquoi les femmes? Parce qu'elles sont en première ligne des inégalités sociales. Elles sont celles qui peuvent résoudre les inégalités sociales. Et on croit que pour nous, il faut leur donner plus de moyens, plus d'outils, les former pour vraiment être vecteurs de santé publique dans les quartiers. Mais pas que les quartiers, parce que, pour rappel, le mot banlieue ne veut pas dire quartier populaire. Banlieue veut dire lieu banni, c'est le verlan. Et donc, au XIVe siècle, les rois mettaient les personnes atteintes de lèpre, de peste, les indigents dans des lieux bannis. Et d'un point de vue historique, géographique, anthropologique, tout ce qu'on veut, le mot banlieue vient de la ruralité beaucoup plus que des quartiers populaires. Donc, il y avait aussi un enjeu d'ouvrir
le champ des possibles. Et puis, la vision de banlieue santé, c'est une vision sucre rapide, sucre lent. Je sais que vous allez aimer cette métaphore, mais l'action sucre rapide, c'est celle qui va permettre, c'est celle que vous avez vue, hein, l'accès aux lunettes, première renonciation aux soins, vraiment de créer la confiance. Et l'action sucre lent, c'est les centres de santé, les lieux de vie, la formation des habitants sur les questions de santé. Donc on est en train de vraiment essayer d'avoir cette transformation des habitants très forte. Voilà. Moi, du coup, concernant ce que tu viens de dire, je voulais savoir quel a été l'impact direct et indirect de banlieue santé sur la société. Moi, ce que je dis souvent, et souvent on me demande quelles sont tes réussites, c'est le nombre de fois où on a toqué aux portes, on a rencontré des gens et on a changé la vie des patients, et où on a contribué aussi à faire comprendre qu'eux, ils pouvaient être les solutions de leur santé, mais aussi de la santé de leur famille, de leur quartier. Donc l'impact, c'est comme tout. Aujourd'hui, on te fait écrire des mesures d'impact, mais il y a des choses qui ne se mesurent pas. Et pour moi, les sourires, le fait que dans certaines familles, ça aille mieux, ça, c'est de l'impact. Ça, c'est changer la vie des gens et changer de manière durable, pas juste sur des chiffres. Alors, on pourrait raconter nos chiffres. Oui, on a touché des milliers, des millions de gens, mais ce n'est pas tant, finalement, nos réussites. Mais je pense que les réussites, c'est aussi de faire entendre au pouvoir public que ce que nous faisons peut être un outil d'utilité publique, et c'est ce qu'on arrive tout doucement à faire. Et puis aussi faire entendre aux acteurs économiques, aux patrons des grosses boîtes, je pense, sans le citer, à Nicolas Hieronymus, le patron de L'Oréal, qu'il faut changer aussi la manière de faire des acteurs économiques sur les questions sociales et sociétales sur ce monde. Donc c'est aussi ça nos réussites, c'est aussi de pouvoir influer avec humilité toujours, parce qu'on apprend de tout le monde, et changer la face du monde de manière positive. Voilà. Merci, c'est très beau ce que tu viens de dire. Et du coup, en revenant sur ça, on voulait savoir, à ton humble avis, comment créer un monde où tout le monde peut être acteur de changement ? Ouais, j'ai pas envie de sortir une phrase toute faite. Tu vois, en plus, c'est super parce que ça fait réagir la salle. En plus, c'est hyper interactif. Merci. Non, je pense que personnellement, il faut qu'on ait l'humilité de se dire qu'on peut, on peut changer les choses uniquement au sein de sa famille, au sein de son territoire, de son voisinage. Moi, j'ai pas voulu créer Banlieue Santé pour que ça devienne une organisation demain qui soit une grande ONG super. En fait, moi, ce qui me pousse, c'est l'hyper proximité, c'est d'être chez les gens, de toquer aux portes, de rencontrer les gens, vraiment de vivre les choses avec eux. Et parce que en plus, c'est ma nature, c'est l'éducation que mes parents m'ont apportée. Toujours ne pas oublier en bas, et ça, c'est important. Et je crois que pour moi, le changement de notre société va se faire si on a une vision ascendante, c'est-à-dire qu'elle parte du bas et qu'on soit aussi contributeur, que ce ne soit pas juste une vision descendante et qu'on puisse faire les deux ensemble. Donc voilà. Voilà. On a une petite dernière question, je ne sais pas si on a du temps. Pour vous, on a du temps. Ouais, je peux la poser. Avec toutes les actions de solidarité que vous avez entreprises, avez-vous déjà été touché par un retour en particulier ? Si oui, vous pouvez nous raconter. Je ne pourrais pas dire, parce qu'on en a plein des verbatims de gens qu'on a rencontrés autour de nos années d'engagement. Mais je crois que je vais faire en sorte de revenir en arrière. C'est-à-dire qu'à l'âge de 17 ans, quand j'ai commencé dans le ménage, et j'en parle dans plusieurs reportages, mais Marie-Antoinette, elle a été pour moi une femme incroyable, parce que quand je me rentre dans la chambre et que je me rends compte que je lui demande si elle a, avec un regard hagard, elle me dit, je lui demande est-ce qu'elle a besoin de quelque chose, et elle me dit non, mon fils, tu m'as tout donné. Ça a changé ma vision, ma perception de la vie, parce que quand je lui ai posé la question, mais pourtant je vous ai rien donné, et que je lui repose la question, mais qu'est-ce que je vous ai donné ? Je vous ai juste proposé quelque chose. Elle m'a dit un truc qui m'a littéralement changé dans la façon dont je voyais le monde et la façon dont on pouvait concevoir la relation à l'autre, qui était, ça faisait très longtemps qu'on m'avait pas fait un sourire, et là je me suis rendu compte que le don de soi était beaucoup plus fort, le don immatériel, ce qui est pour moi ce qu'on détient tous et toutes, nos cœurs.
nos esprits. Et c'est pas juste de l'oseille, c'est pas d'être en photo, c'est pas d'être médiatique. C'est déjà de se lever le matin en ayant ce regard pour l'autre, cette affection pour l'autre et cette attention pour l'autre. Et je me suis dit, ça, pour moi, c'est la plus belle victoire, la plus belle chose que j'ai pu voir et qui aujourd'hui me nourrit et que je transmets à mes enfants. Donc voilà, souvent on est là à vouloir faire des trucs, je sais pas quoi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, la réalité c'est viens, on se pose, on prend le temps autour d'un thé à la menthe, toujours. Menthe fraîche, Maroc, toujours. On est arrivé en demi-finale, je sais. Bon, vous avez gagné, mais bon, je me sens aussi français, donc ça va. Donc finalement, les deux ont gagné. Mais ouais, non, je pense que c'est aussi ça. Et souvent, quand on s'engage, on oublie, et je m'arrêterai là parce que je suis un grand bavard autant qu'Elsa, c'est que je pense que ce qui doit nous animer, c'est vraiment d'être utile à l'autre. Et ça, il n'y a pas de recette toute faite. Voilà, je pense que c'est le vivre au quotidien, et c'est ce qui fait changer les choses. Voilà.